En Afrique du Sud, la société en charge de la fourniture électrique Lescom a signé avec l'Agence française de développement AFD un accord de financement d'une valeur de 470 millions de dollars. Selon le directeur financier de la compagnie, il s'agit d'une facilité de prêt multitranche qui sera mise à contribution dans le plan de Lescom afin de réhabiliter et de renforcer les infrastructures de transmission électrique de la société tout en diversifiant ses structures de financement. La société électrique sud-africaine envisage surtout d'utiliser ces fonds pour construire des lignes de transmission et des sous-stations. Autant d'infrastructures qui pourraient renforcer le réseau électrique dans les régions où le pays envisage d'implanter très prochainement des centrales d'énergie renouvelables. Il faut préciser que ce financement de l'Agence française de développement sera étalé sur une période de 3 ans. L'AFD s'est donné pour mission d'améliorer et de soutenir le développement énergétique du continent africain tout en mobilisant les ressources nécessaires à son développement économique et social. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Angola ont connu une hausse spectaculaire de 50,47% en s'établissant à 2,02 milliards de dollars en janvier 2017. Il s'agit de chiffres confirmés par un communiqué de l'ambassade de Chine à Luanda. En janvier dernier, la Chine a exporté des produits d'une valeur de 167 millions de dollars vers l'Angola et acheté des biens, principalement des hydrocarbures, d'une valeur de 1,85 milliard de dollars. Luanda et Pékin avaient conclu en août 2015 un accord monétaire sur l'acceptation réciproque des devises des deux pays. En vue de cet accord, le Kwanza a une assise légale en Chine, même chose en Angola pour la devise chinoise. Cet accord monétaire a facilité les échanges commerciaux entre les deux pays qui règlent les transactions dans leur propre devise sans passer par le dollar américain. Un facteur qui a notamment permis à la Chine, dont l'économie consomme beaucoup de matières premières, de devenir le premier partenaire commercial de l'Angola depuis 2015 devant le Portugal. Malgré un taux d'exécution de 75% des recommandations de la 7e section, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, les mouvements patronaux, petites et moyennes entreprises, acteurs de la société civile brandissent pour leur part un bilan mitigé de la plateforme d'échange du Cameroun Business Forum depuis 2010. C'est d'abord l'esprit. Vous savez, le dialogue commence à se construire. Avant, il était très hésitant et tout. Maintenant, au fil des années, on constate quand même que le courant passe de mieux en mieux entre le gouvernement et le secteur privé. En 8 ans, beaucoup de choses ont quand même évolué. Parce qu'il faut déjà tenir compte du fait que nous venons de très loin et que notre environnement des affaires reste essentiellement en construction. Il reste aujourd'hui ce que nous déplorons un peu. Et vous avez entendu dans la salle, beaucoup des exposés sont revenus dessus, c'est la vitesse de réalisation de ces recommandations. Nous souhaitons qu'elle atteigne très rapidement la vitesse de croisière pour que nous puissions atteindre cette émergence. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, il y a le temps pour nous, mais le temps de Dieu et tout se passe rapidement. Nous devons le faire. Créé en 2006, le Cameroun Business Forum est un mécanisme de dialogue public-privé mis en place pour œuvrer de l'amélioration du climat des affaires. Il est initié conjointement par le gouvernement camerounais et la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale qui apporte son appui technique à l'État pour une meilleure appropriation en termes de cette plateforme de concertation. « 42,48 millions de dollars. Ainsi s'élève le montant que vient d'obtenir le Libéria dans le cadre du développement de son secteur énergétique. Ce financement servira à la mise en œuvre du projet libérien d'efficience énergétique avec notamment l'installation de 13 000 connexions électriques qui intégreront plus de 65 000 personnes au réseau électrique. Le projet ambitionne à terme d'électrifier 200 000 Libériens et de construire 46,1 km de lignes de transmission et de 280 km de lignes de distribution.
Conséquence, il fera passer le taux d'électrification des 2% actuels à 5% d'ici à 2019. Les fonds ont été obtenus auprès du Fonds africain de développement, de la Facilité de support de la transition, la Nigeria Trust Fund, du Fonds fiduciaire européen pour le développement des infrastructures en Afrique et du Fonds mondial pour l'environnement. Tout ceci respectivement à hauteur de 12,75 millions de dollars, 5,68 millions de dollars, 9,56 millions de dollars, 10,89 millions de dollars et 2,518 millions de dollars. Précisons que le gouvernement libérien s'est également engagé à contribuer à la mobilisation du financement du projet et ce à hauteur de 1,07 million de dollars. En Côte d'Ivoire, la production de bananes devrait s'établir autour de 500 000 tonnes au cours des 2 prochaines années. Il s'agit d'une prévision de l'Organisation des producteurs exportateurs de bananes, ananas et mangues de Côte d'Ivoire, OBAMSI. Cette hausse pourrait être principalement stimulée par l'augmentation de la production des entreprises du secteur privé, notamment la société ivoiro-antillaise de production agricole SIAPA et de bananes anti-Côte d'Ivoire, Banassi. Ces acteurs devraient produire d'ici 2019 environ 200 000 tonnes de bananes. 20 petits producteurs de fruits devraient également entamer leur activité d'ici le début de l'année prochaine grâce à un appui financier de l'Union européenne. Ces derniers devraient produire entre 20 000 et 25 000 tonnes de bananes par an. La Côte d'Ivoire envisage également d'accroître ses exportations de 20 000 à 70 000 tonnes de bananes vers les pays de la région, notamment le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Une hausse des exportations vers le Nigeria et les pays d'Afrique du Nord est également envisagée. Après une récession de 2,1% en 2016, la croissance économique de la République du Congo devrait progresser de 1% en 2017. D'après un communiqué du Comité financier et monétaire du Congo, il s'agit d'une bonne performance qui pourrait être portée par une augmentation de la production pétrolière du pays. Cette tendance haussière de la production de pétrole du pays sera surtout favorisée par l'entrée en activité dans les tout prochains jours du champ pétrolier du français Total à Moro. Ce champ pourrait permettre d'augmenter de 100 000 barils par jour la capacité de production pétrolière de la République du Congo. Le pétrole, faut-il le rappeler, est la première source de recettes du Congo avec une contribution de 60% environ au produit intérieur brut du pays. Se basant sur un certain nombre d'indicateurs qui vont entrer en ligne de compte en 2017, des experts estiment que le Congo pourrait détrôner cette année la Guinée équatoriale en tant que 3e producteur africain de pétrole, derrière le Nigeria et l'Angola. Risque de mauvaise récolte de cacao de la mi-saison en Côte d'Ivoire. À l'origine, les températures élevées et les précipitations irrégulières enregistrées la semaine écoulée dans plusieurs zones de production de cacao qui ternissent les perspectives de la production cacaoyère de la saison intermédiaire d'avril à septembre. Conséquence, de nombreux producteurs craignent que la saison sèche se déroulant habituellement de mi-novembre au mois de mars se prolonge dans les prochains mois et n'entrave le bon développement des cacaoyers. Des inquiétudes également perceptibles dans le rang des producteurs de la région orientale d'Abengourou, réputés pour la qualité de ses fèves. Toutefois, le tableau est moins sombre dans certaines zones du bassin cacaoyer ivoirien, notamment à Daloa et Soubre, où la météorologie est plus clémente. Les experts craignent que ce contraste observé dans les zones de production ne fragilise la production de cacao de la Côte d'Ivoire pour le compte de la saison 2016-2017. D'après les dernières prévisions de l'Organisation internationale du cacao, la production devrait atteindre 1,9 million de tonnes. Un an après le début de gestion du bureau exécutif du Conseil national du patronat du Bénin, CNP Bénin, ce dernier sacrifie à la tradition. Il a organisé une assemblée générale ordinaire pour rendre compte de sa gestion 2016 à ses différents membres.
Les dépenses de fonctionnement ressortent un montant de 67 785 618 francs contre une prévision de 102 890 000, soit un taux de réalisation de 65,88%. Les dépenses qui concernent le budget des activités s'élèvent à 25 081 690 francs contre une prévision de 85 millions, soit un taux de réalisation de 29,51%. L'acquisition des immobilisations pour un montant de 885 000 sur une prévision de 144 200 000 francs. Le total des encaissements s'élevant à 311 693 000 et celui des dépenses pour la même période de 93 752 308, il se dégage un excédent de 217 944 692 francs. Un bilan des activités de l'année 2016, mais aussi une occasion pour le bureau exécutif du CNP Bénin d'annoncer ses perspectives pour 2017. Pour de meilleures performances, d'aucuns préconisent davantage de formation cette année, notamment sur le système comptable ouest-africain SISCOA, révisé à l'attention des comptables des entreprises et des conférences thématiques. Toujours dans ce cadre, la trésorerie a indiqué que plus de 349 400 000 francs CFA sont prévus pour mener à bien les activités de l'année 2017. Favoriser l'accès du public aux produits développés par les établissements de crédit en Centrafrique, c'est l'objectif recherché par les organisateurs de la journée bancaire d'information, une initiative inédite dans le pays. C'est la première fois un peu, on peut dire, que les banques de la place décident de faire quelque chose comme une journée porte ouverte, n'est-ce pas? Et vous voyez en ce lieu les 4 banques qui sont dans cette association professionnelle se sont retrouvées à l'Alliance française ici pour présenter leurs produits au public. Les employés des différents établissements de crédit présents dans les stands sont chargés de mettre à la disposition du public l'information fiable et utile sur les activités des banques. C'est le seul endroit l'occasion où toutes les banques se réunissent et que nous échangeons un peu sur nos produits et services et sur ce qu'on appelle, les Anglais appellent le best practice ou les bonnes pratiques des autres. L'information économique doit être vulgarisée afin de mieux répondre aux besoins du public. Comme on peut le constater, la journée bancaire d'information a tenu toutes ses promesses.